Alors l'impact il est énorme parce que évidemment post-bac tout le monde se dit ah bon bah tu peux continuer à faire du sport et intégrer Centrale. Ok, Ah ouais, bah c'est continue. sûr. Donc du coup peut-être un peu moins d'élèves qui partent aux États-Unis. Bonjour Michel, je suis très contente de te recevoir à cet épisode de podcast. Ça Bonjour Anne. fait longtemps qu'on se connaît maintenant, ça fait quoi? Bonne dizaine d'années, je Bien dirais. une dizaine d'années. Ouais, tout à fait. Et Tu as suivi l'aventure un peu depuis le début d'ailleurs, hein, ouais, quasiment, de cette école. exactement. Ouais. Et maintenant, bah, tu ouvres la prépa, quoi. Donc c'est quand même un sacré accomplissement. D'accord. Je vais te redonner un petit peu l'historique, hein, Voilà. si tu veux, redonner un petit peu à tout le monde l'historique de cette école. Donc toi, à la base, tu es prof de maths. Voilà, à la base je suis prof de maths, à la base je suis même ingénieur. Ok. Mais très vite j'ai bifurqué vers l'enseignement parce que ça m'a plu, Ouais. vraiment beaucoup plu. Et donc j'ai été prof de maths et dans le même temps j'ai monté une société, une boîte de cours de soutien Ouais. qui s'appelait Diagonale. Ouais. Donc c'était cours de soutien uniquement maths, un peu de physique, un petit peu de français, mais c'était principalement maths. À Paris. À Paris. Ok. Et très vite, ce cours de soutien a eu beaucoup de succès. On a eu 300, 400, 500 élèves qui venaient régulièrement toutes les semaines. Ouais. Et je me suis rendu compte d'une chose, alors là, on parle un petit peu maths, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en 2 heures de temps, on arrivait à redonner confiance à tous ces jeunes en termes au niveau des mathématiques, Ouais. de façon assez impressionnante. D'accord. Et c'est là que j'ai réalisé que la confiance en soi, dans C'est les le études, moteur, c'est le moteur. Parce que des élèves qui n'étaient pas très bons en maths, je revois encore un élève qui avait 5 de moyenne, qui 7 ans après s'est retrouvé à Normal Sup Ulm. Donc voilà, alors c'est un cas extrême, je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs, Ouais. mais ça prouve bien ce qu'on peut arriver à faire avec une belle confiance en soi. Ce que les anglo-saxons ont très bien compris. Hein. Que les Parce anglo-saxons qu'eux, ont ils très bien partent de compris. là, et puis après, ils tirent la pelote, et puis ils arrivent à amener à une performance un peu dans toutes les matières. C'est exactement ça. Les anglo-saxons et d'autres pays, les nordiques aussi. Oui, Les pays les nordiques Nordiques, aussi, ouais. on cite toujours en modèle les pays nordiques. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte de cet impact qu'on pouvait avoir sur les jeunes et on s'est dit, bah, pourquoi pas monter une école, c'est-à-dire généraliser un petit peu cet impact qu'on peut avoir sur les maths, le généraliser un petit peu à toutes les matières. Monter une école pour une école, ça nous motivait pas trop. Moi, je suis sportif. Ouais. Je fais du tennis, je fais du foot à haut niveau. J'ai fait une prépa classique. J'ai un peu arrêté. J'aurais bien voulu savoir jusqu'où j'étais capable d'aller. Bon, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Alors, j'ai pas mal vécu, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est resté. Mon fils, qui était très jeune à l'époque, jouait aussi au tennis. Je me suis dit, avec un ami, bah, pourquoi ne ferait-on pas un sport-études? Et je me souviens qu'on s'est fait la remarque, déjà, rien que pour nos fils, ça peut être sympa. Ouais. Donc voilà, on s'est fait cette remarque et on a monté ce sport-études. Donc c'était en 2008. Donc il y a maintenant Il n'y avait que des sportifs au début, ou tu avais aussi Alors, des gens de la musique, des arts Au début, ça a été très difficile Ouais. parce que, en fait, rentrer dans les milieux sportifs, c'est très compliqué. Et en fait, on avait 2 sportifs simplement. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et le cours de soutien m'a amené des élèves. Alors là, des élèves principalement en difficulté. Ouais. Et on a commencé en fait avec une vingtaine d'élèves, mais des élèves en difficulté, voilà, qui viennent dans un hors contrat parce que ils sont pas très forts. Et au bout de 2 ans, on s'est dit, on va pas y arriver, donc on va arrêter. On a voulu arrêter. Et il y a eu 2 événements probants. D'abord, tous ces élèves ont eu le bac. Donc déjà, on s'est dit, c'était pas quand même des stars, très gentils tous. D'ailleurs, on en voit certains. Il y en a un qui est médecin d'ailleurs maintenant. Ouais. Et tous ces élèves ont eu le bac. Et est arrivé un jeune qui s'appelle Jules Plisson. Alors les amateurs de rugby le connaissent, puisqu'il jouait au Stade Français. Il est venu vers nous. Il connaissait le prof de français qui était chez nous. Il voulait travailler avec nous et tout. Et Jules a montré qu'on pouvait faire une très belle carrière sportive tout en faisant de très bonnes études. Jules était très très fort à l'école. Et donc, il se trouve qu'il a signé un contrat pro avec le Stade Français. Après, il a eu la carrière qu'on lui connaît, équipe de France, et il est encore maintenant pro. C'est toujours le parrain de l'école. Et Jules joue au Stade Français. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de très bonnes études tout en faisant un sport de haut niveau. La présence de Jules a fait venir d'autres rugbyman. Le Stade Français étant un club omnisport, des tennisman sont venus, des nageurs, et après c'est parti. Et c'est parti comme ça, c'était 2010. 2010-2011, je pense, le bac de Jules, ça devait être 2011 à peu près. Et là, c'est parti. Et donc, on a commencé vraiment à se spécialiser, entre guillemets, vers les sportifs. Petit à petit, des artistes sont venus aussi parce que, en fait, le principe de l'école, c'est qu'ils n'ont cours que le matin et l'après-midi, donc ils peuvent s'adonner à leur passion, soit sportive, soit artistique. Et on s'est rendu compte. Pour faire tout rentrer au niveau académique dans une simple matinée? Alors, 20 élèves dans la classe, c'est la clé. Moi, j'ai été prof pendant 30 ans. Je n'ai pas cessé de me dire quel temps on perd. Quand on est prof, le temps que les élèves arrivent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, qui est parue dans le Parisien, je crois, il y a 2-3 ans, comme quoi, en France, on perd un quart d'heure par cours.
en moyenne. Ouais. Donc, je pense c'est la version optimiste. C'est la version optimiste, tout à fait. Bon, des fois, je le dis à des élèves, il y a certains élèves qui me disent, oui, des fois, on ne reprend même pas le cours. Hein. Donc c'est la version optimiste, c'est un quart d'heure par cours. Donc, je me suis dit, si on ne perd pas ce quart d'heure, on peut arriver à tout faire le matin. Ouais. Donc, le principe de base, c'est d'avoir d'abord 20 élèves dans la classe. Ouais. Donc, je reconnais qu'effectivement, j'ai cette chance de pouvoir choisir le nombre d'élèves dans la classe. Donc, c'est 20 élèves. Pas de classe en classe, vous restez au même endroit. On reste au même endroit. Ce sont les professeurs qui se déplacent, donc on gagne un temps fou. On prend les portables, j'insiste beaucoup, parce que les écrans, on sait maintenant à quel point c'est nocif. Ouais. Les Suédois qui avaient été tout écran, maintenant sont revenus dans le sens, ils disent maintenant les écrans c'est terminé. En Espagne, ils vont interdire les écrans. Donc nos élèves n'ont pas d'écran, n'ont pas de portable toute la matinée. J'avoue que les discussions dans la cour, je pense que les discussions à diagonale, ça doit être assez rare en France. C'est-à-dire qu'ils discutent vraiment entre eux et ils ne sont pas là à regarder leur portable comme font tous les jeunes actuellement. Ouais. Donc finalement, en diminuant de 5 minutes chaque cours, c'est-à-dire 50 minutes chaque cours, on arrive à tout faire le matin. C'est assez amusant d'ailleurs. Hein. Le nombre de séances est le même, mais on a un petit peu moins de séances, on a un petit peu moins d'horaire que la mise au travail est plus rapide. Et plus rapide, on perd 2 minutes, un petit peu de temps au départ à 9h, et ensuite c'est lancé. Donc on a des horaires de 9 à 13 qui nous permettent de pouvoir boucler tout le programme sans aucune difficulté, et ce qui permet aux élèves après de faire leur sport, de s'entraîner. Les après-midi, ça se passe comment alors du coup? Donc, il y a des études ou pas? Alors les après-midi, ça dépend du sport, ou ça dépend de l'art. On a certains sportifs qui font du sport tous les après-midi, donc eux on les voit plus, les golfeurs, les tennisman, les cavaliers et cavalières, les nageurs, non pas les nageurs, les rugbyman, dans certains clubs, c'est l'après-midi, donc on les voit plus, charge à eux après de s'organiser pour pouvoir travailler correctement. Mais on les aide aussi, on les épaule. Je t'expliquerai comment après. Ouais. Après, il y a des sportifs qui font du sport en fin de journée. Donc 17-20, 17-21, tu imagines très bien que eux, dans un système classique, c'est l'enfer. Ouais. Ils terminent à 17h les cours, ils filent à l'entraînement à 18h, ils viennent à 21h, ils doivent bosser après. Tandis que là, ils font leurs devoirs avant, dans l'après-midi. Donc, on a créé un système d'études pendant lesquels ils font leurs devoirs, ce qui fait double impact. D'abord, ils font le devoir avec les profs. Donc... Oui, parce que dans ton étude, ce n'est pas du tout l'étude comme on imagine. C'est l'étude avec vos profs. Avec les professeurs alors, qui sont là. Précisément, parce que c'est assez fort comme système, j'ai trouvé. Alors, donc, l'étude, les profs restent avec ces élèves-là qui vont faire du sport ou de l'art en fin de journée. Donc, il n'y a pas tous les profs quand même. Il y a tous les profs, mais il n'y a pas tous les élèves. Ouais. C'est ça qui est important, puisqu'il y a plein d'élèves, sur la vingtaine d'élèves qu'il y avait le matin, allez, il en reste 5 ou 6. Donc imagine, tu peux travailler dans des conditions exceptionnelles. Ah oui. Donc du coup, tu fais ton travail. On a prévu 2 heures. 2 heures, c'est un peu long. Même des fois, parce que imagine 2 heures où tu es tout le temps avec des professeurs pour travailler. Alors, des fois, tu vas travailler avec le prof de français, des fois avec le prof de maths, des fois avec le prof d'anglais. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, l'idée de base, c'est de faire ton travail. Donc, bien fait, quand tu bosses 2 heures avec un prof, c'est pas 2 heures chez toi le soir, tu imagines. Donc, du coup, ils ont terminé tout leur travail. 2 gros avantages. Le premier, en termes de niveau scolaire, évidemment, tu bosses 2 heures avec des profs. C'est exactement le principe du soutien de maths qu'on avait avant. Tu deviens bon, voire très bon. Individualisation aussi des parcours, parce que j'imagine que les professeurs, ils adaptent complètement. Le boulot. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Et puis en termes, par rapport au sport ou à l'art, tu es complètement serein quand tu arrives à ton entraînement. Tu ne te prends pas la tête en te disant, j'ai 2 heures de maths à faire ou 1 heure de j'ai un terreau de maths demain, je ne sais pas comment ça va se passer, il va falloir que je travaille. Tu es beaucoup plus serein. Et alors, ça, j'ai des retours très fréquents de la part sportive. Le confort mental, je pense que c'est inouï comme différence. C'est inédit, m'a-t-on dit. Des parents m'ont dit même c'était inédit. Et même fou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, même aujourd'hui, qui sont dans une état de sérénité. En fait, ils ont le sentiment toujours de courir après le temps, de ne pas avoir vraiment bien fait les devoirs, etc. Tandis que là, ils ont un confort mental qui est hyper important. Qui est très important. Mais alors, comment tu organises quand il y a des compétitions, quand ils se déplacent, ou alors si jamais tu as des gens qui sont dans l'ordre du théâtre, des comédiens, s'ils tournent un film, comment tu fais ? Alors, donc c'est la deuxième qualité de cette école, je dirais. On oublie, alors ça c'est le problème en France avec pas mal d'horaires aménagés, c'est qu'on oublie qu'il n'y a pas que les entraînements, il y a aussi la compétition. La compétition, ça veut dire que l'élève va partir une semaine, des fois 15 jours, les élèves qui partent 15 jours des fois, et que bien évidemment il a raté tous les cours. L'idée, dans un premier temps, on s'était dit, il va suivre les cours en visio pendant sa compétition. Bon, très vite, on s'est dit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Moi, je préfère qu'il soit focus sur sa compétition et qu'on rattrape les cours après. Ou, par exemple, un acteur qui va tourner une série, un film. Voilà, moi, je préfère qu'il soit focus sur son... Quand je t'entends dire, moi, je préfère qu'il soit focus sur sa compétition, tu te dis, waouh, ces profs-là, ils ont une conception, ils ont un intérêt pour l'activité sportive du gamin qui est énorme. Alors que dans une école normale, lorsque tu fais quelque chose en dehors du parcours scolaire, ça gêne le prof. Voilà. À la limite, c'est quasiment un conflit de légitimité. Dans le meilleur des cas, il va s'y intéresser un peu
peu, vaguement, mais tu as raison, ça gêne souvent les profs. Voilà. Ça gêne plutôt. Tandis que là, ils s'intéressent. C'est intéressant ce que tu dis, là, le sérieux, c'est l'école. Je vais rebondir là-dessus. C'est malheureusement la conception qu'on a en France. Ouais. Et c'est contre ça qu'on est en train de se battre, de plus en plus. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, la compétition fait partie intégrante du parcours sportif, bien évidemment. Donc il faut lui laisser la possibilité de pouvoir partir une semaine, 15 jours, de pouvoir, encore une fois, être focus sur sa compétition. Et donc on a un système de rattrapage. Quand il revient, on peut estimer qu'après une compétition, et tous les coachs sont assez d'accord avec moi, il faut te dire aussi que tu parlais des professeurs et de l'impact qu'ils ont sur les jeunes, les coachs sportifs, tous les clubs de sport avec qui on est partenaire sont aussi dans cette logique. Ouais. Ils sont dans la logique, on fait les deux. C'est ce qu'on appelle la double excellence. Eux aussi sont dans la logique. Ils acceptent le double projet et ils le prennent au sérieux. Complètement le double projet et le prennent au sérieux. Ce sont tous les clubs qui sont partenaires. Je pourrais citer le Stade français au rugby, par exemple, le Racing aussi. Les clubs de rugby sont très proches de ça. Les clubs d'escrime sont très partants sur ce double projet. Donc, quand ils reviennent, on peut estimer qu'après une grosse compétition, tu t'entraînes un peu moins. Donc là, on a mis au point tout un programme. Ils arrivent à 8 heures. Alors, on démarre à 9 heures, les cours, pour plusieurs raisons. D'abord, 9 heures, c'est mieux que 8 heures. On le voit actuellement avec le référendum qu'ils sont en train de créer. Là, tout le monde dit mieux commencer les cours à 9 heures et pas à 8 heures. Et puis parce qu'il y a des nageurs dans l'école. Souvent, les nageurs nagent le matin. Oui. Donc voilà, ils ne sont pas empêchés de nager puisqu'ils arrivent à 9 heures. Par contre, quand ils partent, ils reviennent de compétition, je mets un prof de maths à leur disposition. Et ce prof de maths reprend avec eux le cours qu'ils ont raté, ou les cours qu'ils ont ratés. Le lundi matin, 1 heure, ils sont en cours particulier, peut-être à 2 ou à 3 si plusieurs ont raté les cours. On remet peut-être le couvert entre guillemets le mardi si jamais ça n'a pas suffi, d'accord. Mais en général, 1 heure, ça suffit pour rattraper ce qui s'est passé en une semaine. Il y a eu un cours, pas plus, tu vois. Enfin, il y a un cours des exercices. Et l'après-midi, on leur demande de rester avec nos professeurs. Et là, l'idée, c'est de rattraper tous les cours qu'ils ont ratés. En général, une après-midi suffit. Si ça ne suffit pas, on fera une deuxième après-midi. Encore une fois, le côté ne pas aller s'entraîner après une grosse compétition, c'est tout à fait concevable par les clubs et par les élèves eux-mêmes. Donc il n'y a pas de frustration qui peut naître par rapport à ça. Donc si tu veux, voilà, c'est ça qui est important. C'est très important. Ils ont d'avoir une écurie, entre guillemets, à leur service, un peu une écurie de prof, un peu comme on dit. C'est un peu ça. Quoi. Complètement. C'est très important ça, ce que tu dis, parce que ils ont l'impression que leur projet est validé par tout le monde. Et que la communauté de l'école, en fait, le prend au sérieux, les soutient. La communauté de l'école, les coachs, leurs parents, évidemment, qui jouent le jeu, tout le monde valide leur sujet. Donc pour eux, ils se sentent beaucoup plus forts aussi. C'est ce qui est important aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est que tout le monde valide le projet sportif ou dans les pays nordiques. Là, tout le monde valide le projet. Effectivement, tu disais, malheureusement, le système classique, les professeurs ne valident pas toujours le projet. Et voilà, comme tu dis, c'est un petit peu quelque chose en plus. Alors que ce n'est pas quelque chose en plus. Ça fait complètement. C'est la personnalité du jeune. En fait. Explique comment le sport et la compétition, mais aussi il n'y a pas que le sport, parce que tu as aussi des musiciens, tu as des gens qui font de l'art dramatique, tu as des comédiens, je pense que tu as différentes personnes. Explique comment ça contribue vraiment, non seulement à forger la personne, mais peut-être aussi aux résultats académiques, parce qu'on a une vision en France qui est très caricaturale. On a l'impression qu'une heure de, comme tu disais, on discutait il y a quelques temps, on a l'impression qu'une heure de sport en plus, c'est 1 heure de maths en moins, par exemple. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, toi qui as l'expérience? Alors ça, c'est ce qui est intéressant, ça a été ma démarche. C'est-à-dire qu'au début de l'école, je voulais faire un sport-études, c'est-à-dire simplement permettre à des jeunes de faire plus de sport. Voilà, c'était la démarche, l'ambition était ça au départ. Et après, année après année, je me suis rendu compte que ah oui, c'était plus les mêmes en fait. Et la principale remarque que me font les parents, c'est je ne reconnais pas mon fils, je ne reconnais pas ma fille, dans le bon sens du terme. Ah oui. C'est-à-dire que même au niveau scolaire, effectivement, ils progressent. Et en fait, on a étudié un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. La passion qu'ils mettent, d'abord, avoir une école qui est complètement dans leur projet, évidemment, ils adorent. Oui. Ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes par rapport à nous déjà, par rapport à nous. Mais ensuite, la passion qu'ils mettent dans leur sport ou dans leur art, en fait, ils la retranscrivent dans les études. L'exemple le plus probant, c'est une jeune fille qui s'appelle Gabrielle, qui est venue dans l'école, une musicienne, franchement une musicienne fantastique, mais qui ne voulait pas faire d'études. De guerre lasse, j'ai compris que ses parents lui ont dit « Bon, écoute, nous, on veut que tu passes le bac, voilà, tu feras ta musique et tout. » Donc, elle a accepté de venir à Diagonale parce qu'on a la spécialité musique. Donc, elle s'est dit « Au moins, je vais faire ça. Et puis, voilà, au moins, j'aurai mon bac. Mes parents vont me laisser tranquille. » 3 ans après, elle est à Sciences Po Paris. Ah oui. Et en fait, son parcours est très,
très étonnant. En fait, très étonnant. Non, maintenant, je ne suis plus étonné, mais par contre, elle le raconte. En fait, elle raconte que, une école qui lui laissait le temps de faire de la musique, des professeurs qui discutaient de sa musique avec elle. Ah oui, c'est intéressant ce que tu fais, envoie-nous des vidéos et tout, c'est intéressant. Ça l'a interpellée. Tiens, mais je vais bosser dans un premier temps pour lui, tiens, je vais lui faire plaisir et tout. Et puis finalement, la géopolitique, c'est intéressant, tiens, ce qu'il dit le prof, l'histoire, c'est intéressant, tout ça, voilà. Ouais. Et finalement, elle a pu mener à bien son double cursus. Il est à noter que Sciences Po, d'ailleurs, l'a prise aussi grâce à ses talents de musicienne. On reparlera de ça après parce que le post-bac est aussi très intéressant. Donc, le fait qu'il y ait des passionnés de matières différentes dans la même école, j'imagine que c'est assez riche aussi. C'est très très riche, c'est ce qu'ils me disent tous. D'abord, ils vont se voir de plus en plus dans les compétitions, ils vont se voir se soutenir et tout. Ça, c'est nouveau d'ailleurs, ça fait 5-6 ans que c'est comme ça, mais ça avance bien aussi. Oui, c'est extrêmement riche quand tu es joueur de tennis, tu es généralement confronté à des joueurs de tennis, tu vois un golfeur, bon, mais comment tu t'entraînes, comment tu joues et tout, tiens, je peux peut-être jouer avec toi, enfin voilà. Tu vois un nageur, tu vois aussi que ses conditions d'entraînement ne sont pas les mêmes, tout ça, ça t'interpelle et ça t'intéresse, et tu t'intéresses au sport de l'autre, donc effectivement, c'est très très riche. Par analogie, ça peut même donner des idées. Ça peut donner des idées, et effectivement, le mix après artiste sportif, pour ça, est vraiment encore plus riche, parce qu'ils s'intéressent, ils vont les voir jouer dans des pièces de théâtre, ils vont les voir jouer dans des séries et tout, voilà, et ça, tout ça, c'est extrêmement positif pour ces jeunes. Il n'y a pas d'histoire de harcèlement à diagonale, tu vois, ils ont quelque part autre chose à penser, donc ils sont vraiment, la tête est vraiment prise de façon extrêmement positive. C'est quand même une école qui pousse très loin la notion de reconnaissance des individualités, donc le harcèlement, c'est quand même quand tu veux que tout le monde soit comme tu as décidé, donc là, chacun est différent. Et c'est la force de Diagonale. Et cette différence est reconnue et même mise en valeur. Et même mise en valeur. Donc voilà, c'est ça effectivement qui est très important. J'ai reçu un message d'une ancienne élève qui a eu son bac en 2018. Elle se rappelait de nous parce qu'elle a terminé ses études de psycho et tout. Elle m'a dit, voilà, c'est grâce à vous parce que vous voyez au-delà des jeunes, vous voyez leur parcours, vous voyez ce qu'ils sont réellement. Le problème de ce qui se passe en France, c'est que, c'est ce que tu disais, le sport, c'est quelque chose en plus. Ah ouais, tu nages, ah bon, c'est sympa, ok, d'accord. N'en fais pas trop quand même parce que tu as les maths à faire. Voilà, en fait, c'est ça le discours en France. Tu vois. Et très souvent, moi, les sportifs qui viennent vers moi, qui viennent dans l'école, me disent, on a régulièrement un prof qui nous a dit, non mais attends, tu ne seras pas Léon Marchand, tu ne seras pas Antoine Dupont, tu n'as aucune chance, donc concentre-toi sur les maths, ton avenir c'est ça. Voilà. Et c'est là où tout le monde se trompe. Et c'est petit à petit, tu me demandais pourquoi j'avais monté cette école, maintenant c'est clair et net pour moi, c'est ce modèle qu'il faut valoriser en France. C'est ce modèle anglo-saxon, avec le bon côté, on critique beaucoup les Américains, mais en tout cas, sur cet aspect-là, ils sont vraiment en pointe, en avance, ils ont compris. Il n'y a pas que les anglo-saxons. D'ailleurs, en discutant avec des parents, je me rends compte qu'en Amérique du Sud, c'est pareil. Et finalement, dans quasiment tous les pays du monde, c'est ça. Donc, on est en train de réfléchir au rythme scolaire et tout. Pourquoi ne pas faire cours que le matin, du sport l'après-midi, des études, tout le monde ne va pas faire du sport, mais enfin en tout cas on peut concevoir quelque chose d'autre l'après-midi. Il y a eu une pétition, je ne sais pas si tu es au courant, qui est sortie sur TikTok. Un TikToker, il a eu des milliers de signatures, bien évidemment, parce que tous les élèves et certains élèves ont dit mais ça existe déjà, il y a une école qui s'appelle Diagonale qui le fait. Donc voilà, c'est un peu dans l'air du temps, je pense que ça va avancer. Moi, très sincèrement, je pense que c'est l'école de demain. Et il ne faut pas y voir une sorte de flemme, parce qu'il y a des gens qui diraient bah oui, forcément, si je propose de travailler la moitié du temps, les jeunes ils vont vouloir. Mais c'est sûr que la compétition, c'est énorme. C'est énorme en termes d'énergie, de rigueur, de qualité que ça développe. De qualité humaine, de qualité d'humilité, parce que quand tu es sportif, moi je joue au tennis, quand je suis content parce que je fais une belle perf, j'ai l'impression d'être le roi du monde, et puis le match d'après, je perds, je me fais massacrer. Tu es très humble en fait, parce que tu as toujours quelqu'un parfait derrière, peut-être tu as toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, et même lui a trouvé quelqu'un plus fort que lui, donc tu as cette humilité qui est constante, et oui, ça développe de belles qualités, de concentration, d'abnégation, de sérieux, tu plies pas sur le stress, voilà, le stress tu sais le gérer. Et ça rend une aventure aussi, parce qu'une chose quand même qui est assez flagrante en France, c'est que les écoles ne sont pas marrantes. C'est triste, c'est mort, il n'y a pas de vie. Tout à fait. Tout ce qui peut nous arriver, c'est avoir une mauvaise note ou une bonne note, mais bon, c'est quand même pas exaltant. Tandis que là, il y a des aventures individuelles qui se jouent, et donc il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de vivant. Tu as tout à fait raison. Et en plus de ça, si tu réfléchis bien, un jeune, qui voit comme adulte sa famille, les profs, là, il voit d'autres personnes, les coachs adverses, les coachs d'un autre sport, peut-être quelqu'un un acteur qui va venir pour faire une petite présentation du théâtre aux artistes. Enfin voilà, il voit beaucoup d'autres personnes. Et pour lui, bien évidemment, c'est beaucoup plus riche. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que là, maintenant, c'est presque un combat idéologique. C'est-à-dire que voilà, c'est plus faire un sport-études, ça va beaucoup plus loin parce que, à travers le sport ou à travers l'art,
on peut avoir un équilibre, on peut avoir un épanouissement qui va au-delà du sport en lui-même. Et c'est ça maintenant qu'on veut développer. Et j'ai l'impression qu'on commence à y arriver. Et tu as l'impression que ne pas le faire, c'est une forme de maltraitance? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui. Alors, ne pas le faire quand on est sportif, oui, c'est une sorte de maltraitance. Ouais. Et malheureusement, mais je comprends les parents. Je comprends les parents car tout autour d'eux, tout les incite à penser que ce n'est pas une bonne idée de faire du sport, puisque les profs vont leur dire « Non mais arrête la natation, tu ne seras pas allé au marchand, arrête. » Les profs vont leur dire ça, les directeurs, tout l'environnement académique va leur dire « Non, arrête le sport, ça ne va pas. » Et donc, je comprends les parents qui sont dans cette logique, ils ne voient que la réussite de leurs enfants, sauf qu'ils se trompent, parce qu'ils voient la réussite, ils me disent qu'ils voient l'épanouissement, et là moi je leur dis non, vous vous trompez. Vous avez la chance d'avoir un enfant sportif ou un enfant artiste, foncez. Moi mon fils il joue au tennis, il a joué au tennis, tentez plus, hein, évidemment. Donc il n'a pas percé, voilà, mais maintenant il est super épanoui, super équilibré, enfin mes deux d'ailleurs. Mais ceci dit, c'est ça maintenant que j'essaie de leur montrer. Et petit à petit, le discours commence à passer. J'ai beaucoup moins de difficultés maintenant à convaincre. Donc le passé diagonal fait que d'abord les bons résultats scolaires ont été là, ont été présents, les bons débouchés sur Parcoursup, puisque tout le monde voit bien que, d'ailleurs on parlera du post-bac après parce que c'est important. Donc tout ça commence à rassurer un peu les parents, à se dire bon, allez, vas-y, fais du sport. Allez, finalement, ça peut bien se passer. Parce que ton école, elle est en plein 5e arrondissement. C'est quand même des parents, globalement, on va dire, très attentifs à la réussite sociale de leurs enfants. Ouais. Attention, elle est 5e, 13e, 14e, mais on a un système de bourse qui fonctionne de mieux en mieux. Pour te situer, je vais citer ma maman, qui est ex-professeur du public. Son fils qui monte une école privée, elle n'a pas trop aimé. Voilà, pour être franc, bon, maintenant elle est. T'as déshérité. Ouais, pas déshérité, mais enfin bon, au début, elle ne comprenait pas trop, quoi. Ouais. Et puis petit à petit, elle a vu tout ce que je voulais faire, et pourtant elle n'est pas sportive, elle, mais bon, elle a bien compris que je voulais l'épanouissement, elle a bien compris aussi qu'il y avait un problème. Et là maintenant, elle est à fond derrière cette école. Et un jour, elle m'a lu un article, je ne sais plus de quel journal, qui décrivait un peu l'école idéale, l'école républicaine quelque part. Et elle m'a dit, bah, tu vois, en fait, cette école, c'est la tienne. Règle le problème de l'argent. Parce que voilà, il faut que tout le monde puisse venir dans cette école. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on aime bien dans l'école publique? C'est qu'elle donne sa chance à tout le monde. Oui, si tu peux donner la chance à tout le monde grâce à des bourses, tu as gagné, c'est parfait. Donc, et c'est ce qu'on commence à faire. On commence à avoir des partenariats. Par exemple, on est en partenariat avec une école à Aulnay-sous-Bois. Autant te dire qu'ils n'ont pas tous les moyens. Un collège d'abord, là, qui est vraiment très 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 bien fait. Il y a une classe à l'horaire aménagé. Ce sont les meilleurs de tout le collège, comme par hasard. Ils viennent à Diagonale après. Il y a un système de bourse qui permet de les accueillir. Et ça fonctionne très très bien. Donc on a un système de bourse. Moi, je me dis que plus on aura d'élèves, là on dépasse les 1000 élèves, là on a 1000, 1200, plus on aura d'élèves, plus on pourra faire de bourses. Et voilà, on ne refuse jamais une bourse à un élève qui est excellent sportivement. Sinon, les tarifs habituels, ils sont à combien hors bourse? Hors bourse, c'est 5 000 €. 5 000 € La scolarité, et 6 000 €, hein. non, c'est pas, en plus, ça reste correct, mais c'est une somme d'argent qu'il faut sortir quand même. Ouais, donc sûr, voilà. Pas délirant, et 6 000 € pour ceux qui vont suivre toutes les études l'après-midi. Voilà, on est sur ces deux prix. Non, c'est pas délirant, je suis d'accord, mais il faut la sortir quand même, cette somme. Pour certains, c'est beaucoup. Et alors, un point qui est un peu différent, mais je me souviens une fois, j'étais venue visiter une de tes écoles et j'avais été frappée par le fait qu'à la fois on sent une grande rigueur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être en retard, il faut avoir fait son boulot, voilà. Mais à la fois, c'est très cool, par exemple sur le style vestimentaire, comme toi, sur les cheveux, la manière de se tenir, etc. Donc, c'était intéressant parce qu'en France, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Soit tu es dans des écoles de babacou, ils font n'importe quoi, ils ne sont pas à l'heure, ils ne font pas le boulot, ils se tiennent mal, etc., humainement parlant par rapport aux profs. Soit au contraire, c'est, entre guillemets, à la schlag, le petit col Claudine, l'uniforme, on se lève, on ne parle pas, on n'interagit pas. Bon. Et j'ai trouvé que toi, c'était assez intéressant et étonnant. Je dois dire que j'ai quand même été un peu surprise. On sent une grande liberté sur plein de choses. Et à la fois, on sent qu'il ne faut pas rigoler avec les règles. Non, et alors je vais aller dans ton sens. Un jour, il y a une femme peut-être que tu connais qui s'appelle Malène Ridal. C'est une Danoise qui a écrit Heureux comme un Danois. Ah oui. Voilà, tu vois qui c'est. Oui, je vois. Et on est rentré en contact parce qu'elle a entendu parler de l'école. Et on a deux parents danois d'ailleurs qui m'ont parlé de l'école. Et elle me dit, est-ce que je pourrais visiter votre école? Parce que j'ai jamais entendu parler d'une école comme ça. Bon, elle est venue, et puis il y a eu la pause. À un moment donné, c'était la pause. Elle me dit, est-ce que ça vous ennuie si je discute un peu, je sors? Bah, allez-y, sortez et tout. Elle a passé un quart d'heure avec les profs, avec les élèves, elle a discuté avec eux. Elle est revenue, elle m'a dit, bah, écoutez, c'est exactement comme ça au Danemark. C'est-à-dire, c'est exactement comme ça, il y a un respect, on sent. D'abord, les élèves
n'ont pas peur de ma présence déjà. Quand on arrive, vous cherchez quelque chose, madame, et tout, alors que dans les écoles en général, quand on voit un adulte, c'est pas ça qui se passe. Donc effectivement, les élèves sont plutôt très à l'aise. Mais ça, c'est évidemment les contacts qu'ils ont déjà avec des adultes. Ils savent ce qu'est un adulte hors parents, hors prof. Et donc du coup, c'est plus facile pour eux. Autre exemple, la dernière fois, j'ai été faire visiter un club de volleyball, l'école de Boulogne. Et l'école de Boulogne, en fait, toutes les salles sont vitrées. C'est-à-dire quand tu passes dans le couloir, tout le monde te voit passer. Et donc, on a visité l'école et c'était très amusant parce que les élèves très concentrés sur le cours, ça bossait et ils m'ont dit wow, « c'est sérieux, ça bosse et tout ». Mais ceci dit, quand je passe, toujours un petit coucou. Alors déjà, un petit coucou au directeur, je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup d'écoles où ça se passe comme ça. Petit coucou avec un petit sourire et tout, et puis on se remet à son travail. Donc voilà, c'est effectivement ça l'ambiance. Comme tu le dis, voilà, très décontracté, mais en même temps, tu es sérieux, tu es là pour travailler. Toi, c'est quand même très disponible pour tes élèves. Oui, moi personnellement. Tu passes beaucoup de temps avec les parents, avec les élèves. Tous les profs le sont. Donc moi, bien évidemment, encore plus, je dois donner l'exemple. J'ai toujours une classe d'ailleurs, hein, je conserve une classe parce que j'aime toujours enseigner. Donc j'ai toujours une classe, mais même au-delà de la classe, oui, toujours très disponible pour les. Je vais les voir jouer, je vais les voir s'entraîner des fois. Pour la petite anecdote, il y a toujours le match Racing Stade Français au rugby. Je vais les voir parce que la moitié de l'équipe de Racing et la moitié de l'équipe du Stade Français sont à diagonale en gros. Et les parents aiment bien, ils disent ouais, c'est bien quand vous venez parce que comme ça ils sont un petit peu moins entre les deux. Et en fait, tous nos profs y vont. En fait, voilà, il se passe des choses vraiment assez intéressantes dans cette école. Donc voilà, l'état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit du sport ou de l'art en fait. Hein, tous ces jeunes mus par ces passions, oui, moi j'ai tendance à penser qu'ils sont exceptionnels et que ce côté exceptionnel, ça les rend, voilà, avec toutes ces qualités qu'on peut leur trouver. Ok, et donc là, tu es passé maintenant à la prépa. Alors. C'est mégalo, c'est quoi l'idée? Non, pas du tout. Alors l'idée, donc on a fait cette école, c'était très bien, ils sortent tous avec des mentions, c'est parfait. Sauf qu'on a fait des stats. Les stats sont très éloquentes. 50% de nos sportifs, alors je ne parle que des sportifs, je ne vais pas parler des artistes là, 50% des sportifs États-Unis ou Canada, étrangers. 40% arrêtent le sport pour faire une prépa, parce que comme le niveau est bon dans l'ensemble, ils sont pris dans les prépas. Ils sont pris... États-unis et Canada, ils partent, tu veux dire? Ils partent. Ils restent pas en France? Ils restent pas en France. La moitié de nos élèves partent aux États-Unis ou au Canada. 40% restent en France, mais arrêtent leur sport. Et seuls 10% continuent le sport en France. Et je pense que ces stats, à mon avis, c'est pas qu'à diagonale. C'est un peu partout. Ça veut dire que je me rendais compte qu'on était en train de se priver finalement de talent. Parce que ceux qui partent aux États-Unis, d'abord, ils ne sont pas certains de revenir, déjà. Ceux qui arrêtent le sport, c'est une forme de talent quelque part qui s'en va aussi. Donc, pour faire des vrais prépas, et en fait, des vrais prépas, en tout cas des prépas sans sport. Et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a eu l'idée de faire une prépa. Donc une prépa, alors au début tout le monde m'a dit mais ça va pas, tu peux pas intégrer les grandes écoles, faire du sport à haut niveau. Et moi je lui dis je suis certain que si. Donc l'idée c'est de la faire en 3 ans au lieu de la faire en 2 ans. Et puis surtout j'ai rencontré, alors autant dans l'éducation nationale c'est un peu plus compliqué parce que autant dans le supérieur, alors là c'est fabuleux. Il y a beaucoup plus de liberté. Ouais, beaucoup plus de liberté. Là je n'ai eu que des avis favorables, je n'ai eu que des alliés quelque part, mais que des alliés partout. Hein. Donc les directeurs très visionnaires de Centrale Supélec, de l'ESSEC, les directeurs des ponts, l'ENSTA, les Sylves, le pôle Honneur de Massy, je vais déjeuner avec elle tout à l'heure d'ailleurs. Donc toutes ces écoles-là ont bien compris l'intérêt pour eux d'accueillir ces sportifs et ces artistes. Et pourquoi elles l'ont compris? C'est une élite aussi, une élite de résilience, de volonté aussi. Pour eux, c'est une ça. élite. Et pourquoi elles l'ont compris? Parce que derrière, en fait, il ne faut pas oublier quelle est la raison d'être de ces écoles, c'est trouver, c'est qu'après Bouygues, Engie, les grosses boîtes puissent trouver des ingénieurs voilà, qui ont un gros niveau. Et ces grosses boîtes derrière sont très très intéressées, bien évidemment, par les grosses boîtes et les petites d'ailleurs, par ces profils. J'ai discuté avec le DRH de Safran, enfin un DRH de Safran, qui m'a dit, nous à Safran, on considère ces jeunes comme des populations presque hors normes. Donc pour nous, c'est en tout cas avec un haut potentiel. Donc on va tout faire pour vous aider, on va tout faire pour aider les jeunes pour qu'ils puissent accéder, continuer à faire leur sport et accéder quand même à ces écoles. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces directeurs très visionnaires, ces sociétés très visionnaires qui nous aident. La prépa, puisque tu demandais le prix tout à l'heure, la prépa elle est à 6 000, ce qui pour une prépa est vraiment rien. Et même là, on peut quand même avoir des bourses, parce que ces donateurs nous permettent d'avoir un système de bourse. Je pense pouvoir dire que tout le monde peut venir dans cette prépa. Donc on a fait une prépa école d'ingénieur, on a fait une prépa école de commerce. La prépa école d'ingénieur, il y a 2 ans, la première année des concours, 3 élèves ont intégré Centrale. Du coup, maintenant, tous les parents se disent... Alors, l'impact, il est énorme parce que
évidemment, post-bac, tout le monde se dit « Ah bon, bah, tu peux continuer à faire du sport et intégrer Centrale. » Ok, continue. Donc du coup, peut-être un peu moins d'élèves qui partent aux États-Unis. Peut-être. Je sens d'ailleurs dans mes élèves de Diagonale, il y a des élèves qui veulent plus rester en France. Il y a certains sports, c'est pas forcément intéressant. Je peux comprendre que le golf, tu veuilles partir aux États-Unis parce que le circuit est plus intéressant, tout ça. Mais d'autres sports, le tennis par exemple, pourquoi partir aux États-Unis? Donc tu peux très bien faire une carrière en France. En tout cas, il y a assez de tournois, donc ça peut être intéressant. Donc du coup, le fait d'avoir intégré ces élèves à Centrale, ça a donné des idées à tout le monde. Et on a une prépa Mathsup qui fonctionne très bien. On a même quasiment 20 demandes pour la rentrée 2026. Donc d'ailleurs, on va probablement... Et en littéraire, tu as ouvert quelque chose ou c'est pas trop ton truc? Alors, j'aime pas dire que c'est pas mon truc parce que finalement tout est mon truc quelque part. À partir du moment où ça épanouit le jeune, on va le faire. Dans un second temps, on va le faire. Il y a moins de sportifs qui font ça. Il y a plus des artistes. Mais je pense qu'ils peuvent se retrouver avec Sciences Po par exemple, tu vois. Et cette prépa peut les amener à Sciences Po. On mettra peut-être un petit peu moins de maths, mais la prépa école de commerce en tout cas peut les amener à Sciences Po. J'ai rencontré le directeur de Sciences Po il y a pas longtemps, qui est lui aussi évidemment très intéressé. Le nouveau Louis Vassy, qui est très intéressé par ces élèves-là. Donc lui, c'est un diplomate, donc il doit concevoir les choses avec un angle international et ça doit lui paraître évident comme démarche. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai rencontré. Donc voilà, maintenant le combat va un peu plus loin. Alors, impact, évidemment, les élèves qui restent peuvent continuer à faire de très bonnes études, mais impact aussi pour des parents dès la 4e, dès la 3e ou dès la seconde, qui se projettent maintenant. C'est-à-dire qui se projettent sur des bonnes études. Ah ouais, tu peux intégrer Centrale en jouant au rugby au Stade Français. Ah oui, tu peux intégrer Centrale en étant championne d'escrime. Bah vas-y, alors ok, d'accord. Le bac hors contrat, qui parfois est un inconvénient, comment ils le vivent là, les parents? Ils le vivent très bien parce que, en fait, moi je trouve que ce bac, c'est pas si négatif que ça. C'est un petit peu embêtant parce qu'il passe plus d'épreuves, donc notamment il peut y avoir des compétitions. Par exemple, on a un joueur de tennis qui a fait Roland Garros Junior. Heureusement qu'il s'est arrêté, heureusement ou malheureusement, il s'est arrêté en cours de route parce qu'il avait une épreuve de bac à passer après. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Je sais pas. Donc c'est plutôt en ce terme-là. Après, ils sont bien préparés, donc les notes sont plutôt meilleures que le contrôle continu au final. Et je trouve, alors ça peut-être que tu le sauras toi aussi, je trouve que c'est assez bien perçu par le supérieur. Ce bac finalement à l'ancienne. C'est presque un avantage quoi. Oui, au final, ce serait peut-être presque un avantage. Donc quelque part. Parce qu'on apprend à bosser, on apprend à s'organiser. C'est le bac que tu as passé, que j'ai passé. Voilà, je veux dire, moi je me rappelle de mes révisions en histoire, je me rappelle encore maintenant de ce que j'ai révisé pour le bac. Il y a plus d'épreuves, je crois maintenant, parce que là, ça va jusqu'à 14 épreuves quasiment. J'avais compté une douzaine d'épreuves. Si tu cumules première terminale, tout, après ça dépend, c'est des options. Et après, ça dépend, c'est des options. Voilà. Donc j'ai compté qu'il y en a entre 12 et 15 selon les options. C'est plus un problème d'emploi du temps, en fait. Ça gêne des sportifs parce qu'ils vont avoir une compétition à ce moment-là et tout. Mais au final, les notes sont bonnes. J'ai d'ailleurs mis sur le site pour assurer tous les parents les notes de quasiment tous nos élèves. Et ils voient bien que bon, ça n'impacte pas ça n'impacte pas. Donc, et puis c'est des gros travailleurs finalement, de toute manière. Ouais, et puis ils savent s'organiser. Et puis nous, on les aide à s'organiser, tu vois. Je parlais tout à l'heure pour les aider, par exemple, il n'y a jamais d'interro surprise dans l'école, il n'y a jamais de travail du jour au lendemain, tu vois, plein de petits points de détail. Et d'ailleurs, les élèves me disent, mais arrêtez de dire que c'est des points de détail. Nous, c'est énorme pour nous. Savoir qu'on n'a pas de travail du jour au lendemain, savoir qu'il n'y a pas d'interro surprise, voilà, je peux m'entraîner un petit peu plus, un petit peu moins un autre jour. Enfin, ils peuvent gérer aussi leurs entraînements par rapport aux étudiants. Ils n'ont pas de surprise, en tout cas pas de mauvaise. Donc voilà, c'est aussi ça où c'est intéressant. Mais donc, depuis cette prépa a maintenant 4 ans, 5 ans d'existence. Oui, il y a un net changement de la part des parents qui d'ailleurs, dès la 4e, 3e seconde, je commence à parler de l'école, au bout de 10 minutes, ils m'interrompent. Bon alors, et la prépa et qu'est-ce qui se passe après le bac? Je peux les comprendre quelque part. Ils se projettent. Donc ils ont cette forme. Maintenant, ils peuvent se projeter, alors qu'avant, ça s'arrêtait un peu au bac. Finalement, pourquoi faire du sport, tout. Alors maintenant, non, la donne change, le paradigme est en train de changer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce au sport ou grâce à l'art que tu pourras intégrer ces écoles-là. Et ça change complètement, en fait. Ça change complètement dans la tête des parents. C'était déjà vrai aux États-Unis. Tu sais qu'aux États-Unis, en fait, les Américains, comme critère, leur critère numéro 1, c'est le sport. C'est pas, moi, c'est ce que j'explique aux parents, faites-leur faire du golf le plus tôt possible, parce que les Américains, ils regardent d'abord le sport, après l'anglais, après le dossier scolaire, évidemment, tout ça c'est important. Quand ils recrutent, tu as une belle bourse si tu as un très bon niveau sportif, autrement ça ne t'intéresse pas. Donc voilà, donc c'est ça qui est. Il faut que tu sois un dieu dans une matière, mais vraiment un dieu. Ouais, voilà, il faut que tu sois un dieu dans une matière, c'est ça. Mais autrement, c'est en tout cas pour les bourses, ils regardent principalement le niveau sportif. Et ça, en France, on n'a pas du tout ces idées-là. Et moi, pour la prépa, je regarde le niveau sportif en 1, parce que tous ceux qui arrivent sont plutôt bons en maths et en physique, et je regarde ça. Et en fait, je recrute finalement de plus en plus un peu à l'américaine sur le niveau sportif. Est-ce que tu penses que tu vas faire des émules ou bien
Diagonale va rester une belle exception dans le paysage français? Non, alors, en fait, quelqu'un m'a fait une remarque très juste la dernière fois. Il m'a dit, pour l'instant, c'est une histoire d'homme. C'est-à-dire que c'est toi, c'est Vincenzo Visi, le directeur de l'ESSEC, c'est Romain Soubirant, le directeur de Centrale. C'est une histoire d'homme, en fait. Ce sont des hommes qui essaient de faire un petit peu bouger les choses. Il est possible que ça devienne finalement un projet global. Il faut peut-être que... on ait une autre vision des choses un peu en amont du bac. Non, je pense que ça va faire des émules. Moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on va se diriger vers ce système. Parce que c'est un système qui est tellement épanouissant pour les jeunes que tout le monde va s'en rendre compte. Je vois déjà le succès de Diagonale. Je vois déjà, avant, le mal que j'avais à convaincre les parents de laisser faire du sport. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ils en ont conscience au fond d'eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, les parents, c'est que leur fils soit équilibré, épanoui. Ils ont conscience qu'il y a un manque. S'il ne fait pas du sport comme ils veulent le faire et tout, ils ont conscience de ça quand même. Là, j'ai reçu une maman qui est dans un lycée très sélectif parisien. Il fait du hockey sur glace, c'est sa passion. Il veut venir à Diagonale. La mère ne voulait pas parce qu'il était dans soi-disant bon lycée. Et puis finalement, il s'est laissé convaincre. Le père voulait et tout. Il est hyper heureux. Il est hyper heureux parce qu'il va faire du hockey sur glace. Je lui ai dit, vous allez voir. Vous n'allez pas le reconnaître, comme disent tous les parents. Ça va être même dans le scolaire, vous allez voir, c'est ce qui va se passer. J'en suis certain. Bon. Bah écoute, il n'y a plus qu'à voir si on va être capable de suivre l'exemple. En tout cas, c'est vrai aussi que dans ton école, il y a un temps pour étudier personnellement. Et si on regarde un peu l'évolution de l'histoire de l'éducation, on s'est mis à faire de plus en plus de cours ex cathedra et on a laissé de moins en moins de temps pour l'étude personnelle. Si on compare au Moyen-Âge, au XVIIIe, etc., il y avait beaucoup de temps pour la lecture et l'étude personnelle. Et donc, ton école, c'est aussi une école qui laisse du temps pour le travail personnel et pas toujours avec un prof devant soi, même si on peut demander de l'aide. Et qui montre qu'on réussit aussi bien, si ce n'est mieux. Oui, donc, c'est aussi ça aussi. Hein. Il fallait évidemment des résultats, d'abord les mentions au bac, ça c'est important pour les parents, des bons résultats au concours. Là, on a 3 élèves qui ont été pris à l'ESSEC, un champion de rugby, une jeune fille qui est en natation synchronisée en équipe de France, un joueur de tennis. Il y a des succès maintenant. Donc, c'est vrai que ces succès font foi, on va dire. Et maintenant, les parents se lâchent un petit peu plus. Donc, c'est en ça, à mon avis, que ça va être encourageant. Je pense que l'exemple de Diagonale va faire des petits, j'en suis persuadé. Et je trouvais ça très, très bien. D'ailleurs, on est à Marseille, on monte une prépa avec une école. Avec une école privée qui s'appelle Provence. Donc on monte avec eux. Ah, je connais. Tu connais, la directrice de Provence a été emballée. Super. D'abord, moi quand je suis arrivé, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a des terrains de sport partout. Donc déjà, je me suis dit, tiens, pour vous, le sport, c'est important. On a immédiatement sympathisé. Et elle va monter la prépa Diagonale avec Provence et tout. Donc déjà, je trouve que c'est une très bonne idée. Elle a demandé au rectorat ou au diocèse, je ne sais plus, à avoir des classes en horaire aménagé dans le secondaire, qui a été accepté. Donc oui, ça bouge un peu peut-être là maintenant. En tout cas, je pense que notre exemple va faire tache d'huile et moi je suis persuadé que ça va bouger, que les choses vont bouger. Et c'est pas possible quand tu les vois ces jeunes super épanouis, super heureux, tous ils sont, enfin, c'est pas possible que ce soit autrement. Donc moi je pense que ça va se passer comme ça. C'est pas possible. Là pour l'instant il y a toujours des blocages, alors des blocages financiers certes, mais il y a aussi des blocages toujours dans la tête des parents mais ces blocages se lèvent les uns après les autres. Moi, je vois le mal que j'avais il y a 10 ans pour convaincre les parents de laisser faire du sport à leurs enfants. Là, maintenant, c'est beaucoup plus fluide. La discussion est plus facile. De temps en temps, toujours un petit peu, mais c'est pas comme avant. Donc déjà, si moi, je suis arrivé à ça, je me dis que ça va forcément en tout cas, ton enthousiasme est communicatif, donc ça ne m'étonne pas que ça se développe. Merci Michel. Merci Anne, merci à toi. Et puis, à une prochaine fois, Tu vas suivre ça de près, je sais. Comme d'habitude.